Bonjour à toutes et à tous. De l'Inde au Japon, des États-Unis à la France, le monde s'offre à vous. Bienvenue dans Invitation Voyage. Il a pris le nom d'un petit village de Bourgogne. C'est dans les forêts de la région que Buffon, le naturaliste le plus célèbre de France, nous mènera. C'est ici qu'il a fait ses premières observations. Les geais, les chats, les arbres ou même les sols. À une époque où on voyait partout la main de Dieu. Il a ainsi esquissé une autre façon de voir le monde. Ce sera l'inspiration. Si vous éduquez un garçon, vous éduquez un homme. Mais si vous éduquez une fille, vous éduquez une société. Deuxième étape, le sud de l'Inde. Dans le Kerala, quasiment toutes les femmes savent lire et écrire. Riches ou pauvres, hindous ou musulmanes. Ce qui est loin d'être le cas dans le reste du pays. Ce statut à part, elles le doivent à l'action de militants chrétiens et communistes qu'on a peu l'habitude de voir œuvrer main dans la main. Nous irons aussi à Tokyo. Pour notre recette du jour, on aura droit à une soupe miso appelée tonjiro. J'ai compté au moins 8 légumes différents qu'il faut découper, découper et découper encore. Heureusement, il y aura quelques copines pour nous aider. On fera enfin un saut dans le Connecticut, et même peut-être plusieurs, avec la première femme à s'être élancée avec un parachute en nylon depuis un avion. Une première inattendue que je vous raconterai en fin d'émission. Mais avant de sauter dans les airs, c'est la devinette que je ne me risquerai pas de faire en chantant, même si c'est très tentant. Ce chant étonnant, proche du yodel, s'appelle le rang des vaches. Et en Suisse, on le vénère. Pourtant, au XVIIIe siècle, les mercenaires helvètes, engagés dans les différentes armées européennes, avaient interdiction absolue de le chanter. À votre avis, pourquoi? La réponse, ce sera dans 40 minutes. Pour l'instant, c'est l'heure de notre leçon d'histoire naturelle, donnée par Buffon et inspirée par la Bourgogne. Je me souviens de cet instant plein de joie et de trouble, où je sentis pour la première fois ma singulière existence. La voûte céleste, la verdure de la terre, le cristal des eaux, tout m'occupait, m'animait et me donnait le sentiment inexprimable de plaisir. Quand Buffon écrit ces lignes sur l'éveil à la nature, il est à l'aube de la Révolution française l'un des plus grands naturalistes de son temps. C'est loin de Paris que le savant académicien écrit et puise toute sa vie à l'ombre des sentiers, des rivières et des vastes forêts de la Bourgogne de son enfance, les racines de son œuvre magistrale, l'histoire naturelle générale et particulière. 36 volumes publiés entre 1749 et 1789, l'une des plus grandes aventures éditoriales du XVIIIe siècle. Un monument scientifique et littéraire ayant connu un immense succès et bousculé la vision d'un monde encore régi par les lois d'un Dieu créateur. Buffon, l'homme des Lumières, a fait de sa Bourgogne natale un laboratoire à ciel ouvert. Il y a forgé son style savoureux et des théories révolutionnaires pour penser la place de l'humain au sein du vivant. Entouré des douces collines de l'Auxois, Montbard est une bourgade rurale dominée par les ruines d'une ancienne forteresse érigée par les ducs de Bourgogne. Le XVIIIe siècle s'éveille quand naît en 1707, à l'ombre de la tour médiévale de l'Aubespin, un certain Georges-Louis Leclerc dans une famille de la bourgeoisie. Pour moi, le regard de 18e d'un enfant dans la petite bourgeoisie de province, c'est aussi probablement une enfance très marquée encore par la religion, très ancrée encore dans le XVIIe siècle. On est élevé dans des préceptes qui font que de toute façon tout est créé par Dieu. Donc la nature, tout ce qui compose la nature s'explique du fait de la création divine. Formé chez les jésuites, le jeune Georges-Louis Leclerc se passionne très tôt pour l'apprentissage des sciences. Il s'émancipe des préceptes paternels en refusant une carrière toute tracée de magistrat au Parlement de Bourgogne. Son caractère indomptable n'est pas sans rappeler celui d'un petit animal domestique dont il fera des années plus tard la description dans son histoire naturelle.
Le chat est un domestique infidèle, qu'on ne garde que par nécessité. Et quoique ces animaux, surtout quand ils sont jeunes, aient de la gentillesse, ils ont en même temps une malice innée, un caractère faux, un naturel pervers, que l'âge augmente encore et que l'éducation ne fait que masquer. De voleurs déterminés, ils deviennent seulement, lorsqu'ils sont bien élevés, souples et flatteurs comme les fripons. Alors c'est vrai que cette description du chat, elle est assez célèbre parce qu'il en fait un portrait absolument abominable. Mais comme souvent chez Buffon, derrière chaque description, même un peu malicieuse, se cachent des concepts qui sont assez fondateurs de sa pensée. Et chez le chat, il y a à la fois la question de l'éducation et la question aussi de la domestication. Donc en fait, ce petit chat innocent qui ne se laisse pas domestiquer, ça veut dire qu'il reste un peu sauvage. La Bourgogne est un horizon encore limité pour le jeune ambitieux qui n'a que 26 ans quand il se fait remarquer à Paris et entre à l'Académie royale des sciences. Celui qui se fait désormais appeler Buffon, du nom d'un village aux portes de Montbard, va connaître dans son fief bourguignon parmi ses plus grandes révélations à force d'observation. Grand propriétaire terrien, le jeune savant aime arpenter ses bois et explorer la nature de son enfance. Autour de Montbard, il plonge dans les forêts de Haute-Futée et observe de près les coutumes des habitants des lieux. Les geais sont fort pétulants de leur nature. Ils ont les sensations vives, les mouvements brusques. Les geais nichent dans les bois et loin des lieux habités, préférant les chênes les plus touffus et ceux dont le tronc est entouré de lierre. Pour Buffon, la forêt est un endroit où il peut réfléchir, il peut observer beaucoup de choses. Il s'est aperçu qu'on trouvait des semis de chênes dans des endroits où il n'y avait pas de chênes. Et il a observé, il a vu que le geai transportait des glands, il allait les cacher dans des endroits sous la terre. Mais comme il ne les retrouvait pas tous, à ces endroits-là, il y avait des semis de chênes. Et donc c'est cette observation de la forêt assez fine, parce que c'était... qui fait que Buffon est vraiment un forestier. Le terme ne sera créé qu'au début du XXe siècle, mais Buffon voit déjà la forêt comme un écosystème, avec toutes ces relations entre les animaux et les arbres et les plantes. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a vraiment découvert. Fasciné par la compréhension du spectacle de la nature, Buffon voit grand et décide de métamorphoser la cité de son enfance quand il est nommé à 32 ans intendant du jardin du roi. Montbard devient son refuge quand il n'est pas tenu par ses obligations parisiennes. Sur les ruines du château féodal, Buffon fait aménager un parc ordonné où cohabitent au milieu des arbres et des pépinières tout type d'animaux et d'oiseaux exotiques évoluant dans des ménageries et des volières. Le naturaliste a désormais sous les yeux la matière vivante qui va nourrir son œuvre. Son travail, c'est de mettre de l'ordre dans les collections royales. Mais Buffon, et ça c'est assez révélateur de son caractère, va pas vraiment répondre à la commande initiale. Buffon va se lancer très rapidement dans l'écriture d'un ouvrage qui s'appelle l'Histoire naturelle générale et particulière. Tout ce qu'on trouve dans les grandes expéditions qui sont commanditées par le roi sont ramenés à Paris. On envoie au roi à l'époque des oiseaux, des plantes, des insectes. Buffon avait une matière complètement exceptionnelle entre les mains. Et une matière que parfois il a eu du mal à nommer, parce qu'autant dans la littérature antique, il a retrouvé le nom et les descriptions de certains animaux qui lui arrivaient entre les mains, et puis pour d'autres, c'était le grand point d'interrogation. Et c'est pour ça que dans l'histoire naturelle, nous avons une page et tout un passage sur l'animal anonyme. L'animal anonyme. Cet animal dont nous ignorons le nom, et que nous appelons l'anonyme en attendant qu'on nous dise son nom, a quelques rapports avec le lièvre et d'autres avec l'écureuil. Buffon a l'honnêteté intellectuelle aussi quand il ne sait pas de rester sur des descriptions purement d'observation objective. Et donc c'est un animal anonyme et qui se révèle être en fait un fennec. Cette volonté de tout nommer répond à la soif de savoir de ce siècle des Lumières qui a la passion des dictionnaires et des encyclopédies. L'illusion d'un monde en ordre
qui se rangent et s'organisent. Au fil des pages, Buffon portraitise les animaux et dépeint dans le sillage de la fontaine la servitude du cheval, la beauté du paon ou encore la noblesse du lion. L'extérieur du lion ne dément point ses grandes qualités intérieures. Il a la figure imposante, le regard assuré, la démarche fière, la voix terrible. Quand on lit l'histoire naturelle aujourd'hui, c'est très savoureux à lire. L'écriture de Buffon est une écriture très poétique, très imagée, et qui fait passer finalement des théories scientifiques assez complexes, de manière à ce que n'importe qui puisse lire sa prose. Dès sa publication, l'histoire naturelle de Buffon connaît un immense succès. Son œuvre touche le plus grand nombre, comme les initiés. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau dira de lui qu'il est la plus grande plume du siècle. L'histoire naturelle, c'est beaucoup de contenu, beaucoup de théories, mais c'est aussi beaucoup d'images. Et ce qui fait probablement la spécificité de l'histoire naturelle, c'est que c'est quand même le premier ouvrage où il y a autant de place qui est donnée à l'image. Il va faire appel à un dessinateur, François-Nicolas Martinet, qui va dessiner d'après nature, qui va graver. Et ensuite, on imprimait en noir et blanc ces gravures, qui étaient colorées à la main, colorisées par des aquarellistes. Et donc c'est d'une précision en fait quasi photographique, c'est-à-dire que si on confronte l'animal dessiné et gravé à la photo de l'animal aujourd'hui, il y a vraiment d'infimes variations. Donc il y a une précision dans le trait qui font que de l'objet scientifique, purement scientifique, on est passé à un objet purement objet d'art. Visionnaire à maintes égards, le naturaliste bourguignon, dont la curiosité est sans limite, a été l'un des premiers à aborder le rapport qu'entretient l'homme à l'animal et à penser l'individu comme un maillon de l'espèce. Buffon le savant est aussi un infatigable homme d'action. Autour de Montbard, les entrailles de la terre renferment des roches et des minerais qui lui offrent un nouveau terrain d'exploration. À 60 ans, il se lance dans une aventure inédite et dirige l'une des industries les plus modernes de son époque, une grande forge. La nature s'est trouvée dans différents états. La surface de la Terre a pris successivement des formes différentes. Les cieux même ont varié. Et toutes les choses de l'univers physique sont comme celles du monde moral, dans un mouvement continuel de variations successives. On sent bien que Buffon est devenu Buffon parce que Buffon était bourguignon. Buffon, en fait, s'est beaucoup inspiré des paysages de la Bourgogne. Quand on est maître de forge, on est maître des 4 éléments. Donc en tant que scientifique aussi, voulant maîtriser la nature, Buffon a vraisemblablement voulu aussi devenir le maître des 4 éléments. Parce qu'on a besoin de l'eau comme force motrice, on a besoin du feu pour justement chauffer la terre, les matériaux de la terre, et on a besoin de gorger ce feu d'air justement pour le rendre extrêmement ardent. Et de ce point de vue-là, eh bien, Buffon s'inscrit sur les pas de Vulcain. Devant le spectacle fascinant du métal en fusion, Buffon est attentif à ce qui pourrait enrichir son œuvre et sa passion de l'expérimentation. Quand on rentre dans le Haut-Fourneau, on voit la volonté d'une mise en scène par Buffon. Lorsqu'on descend ce double escalier, il y a des petits balcons qui devaient accueillir en fait des visiteurs. Et on imagine bien le spectacle de lumière qui devait se jouer dans la pénombre du Haut-Fourneau. Il devait y avoir quelque chose d'assez magique. Grâce à des boulets de canon portés à incandescence, puis refroidis, le naturaliste cherche à calculer l'âge de la Terre, une question encore jamais élucidée. Son verdict, près de 75 000 ans. Une erreur, mais une avancée majeure de la pensée. À l'époque, l'âge de la Terre était donné par la Bible, les Écritures saintes. On imaginait que la Terre avait autour de 6 000 ans. Buffon sait que 6 000 ans, ce n'est pas suffisant pour expliquer tout le foisonnement de la nature. Le grand ouvrier de la nature est le temps. Comme il marche toujours d'un pas égal, uniforme et réglé, il ne fait rien par saut. Mais par degrés, par nuances, par succession, il fait tout. Buffon, en s'attaquant à l'âge de la Terre, il va chercher justement à s'inspirer du passé
de la Terre pour en comprendre son présent, puisqu'il va voir le présent finalement comme une sédimentation de tout ce que pouvait être le passé. Sur sa terre tant aimée de Bourgogne, Buffon, l'expérimentateur passionné, n'a eu de cesse jusqu'à sa mort en 1788 de plonger tout entier dans cette vie rurale et animale pour poser les bonnes questions et ouvrir un monde nouveau, celui des Lumières, de la pensée en toute liberté. En Bourgogne, un contemporain de Buffon s'est intéressé, lui, non pas au vivant, mais à la mort et à ses odeurs de décomposition. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Ça pue la mort, dit une expression un brin triviale. Et c'est vrai que ça dégage. Maintenant que les autopsies criminelles n'ont plus aucun secret pour nous grâce aux séries policières, on sait que le baume mentholé, étalé sous le nez, est plus qu'une nécessité. Mais pourquoi ça pue tant ? Louis-Bernard Guiton de Morveau a sa petite idée. Fin 18e, début 19e, il est considéré comme le premier chimiste de France. Il fait même de l'ombre à l'époque au grand Lavoisier, l'auteur du célèbre « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et justement, si la mort pue, c'est entre autres à cause des protéines dans les tissus humains qui se transforment en se décomposant. Elles deviennent de toutes petites molécules volatiles, comme des boules puantes. Heureusement, Louis-Bernard Guiton de Morveau est là pour filer une grande claque aux mauvaises odeurs. Membre de l'Académie de Dijon, il est appelé un jour d'hiver 1773 par l'église Saint-Étienne tout à côté. Depuis quelque temps, à Saint-Étienne, ça ne sent pas la rose. Tellement pas que l'église a dû fermer ses portes. Il faut dire que cet hiver 1773, ça caille. La terre est gelée, impossible de creuser des tombes. En attendant des jours meilleurs, on empile les cadavres dans la crypte. Déjà, ça pue, mais imaginez des centaines de cadavres et toutes ces protéines de tissus humains transformées en milliards de molécules puantes. Les habitants ont tout essayé. Vinaigre, parfum, fumigation, encens, rien n'y fait. Louis Bernard, lui, y va, à coups d'acide chlorhydrique gazeux. Il sait qu'il pourra ainsi piéger les molécules puantes. C'est un succès, les mauvaises odeurs disparaissent, il invente un appareil à fumigation qui porte son nom. Son procédé, dégrader les molécules odorantes en les piégeant, est encore utilisé de nos jours. Pourtant, Louis-Bernard Guiton de Morveau n'est pas franchement entré dans l'histoire. Quand il meurt en 1816, en pleine Restauration, on ne lui pardonne pas d'avoir été un bonapartiste qui a voté la mort du roi. Et puis, il n'était pas du genre à la ramener, il n'avait pas la flamboyance de Lavoisier ni son sens de la punchline. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Louis-Bernard Guiton de Morveau, lui, a disparu, sans même laisser une mauvaise odeur derrière lui. Direction l'Inde maintenant. Là-bas, il y a un proverbe qui dit « qu'élever une fille revient à arroser le jardin du voisin ». Mais dans cet immense pays, il existe quand même un état où naître fille n'est pas forcément une malédiction. Nous partons tout de suite dans le Kerala. À force d'étudier, nous réalisons que le monde ne se limite pas à ces quatre murs, à la maison, à la cuisine et tout ça. L'éducation, c'est vraiment une arme. Écarter les murs, agrandir l'horizon. Au Kerala, les femmes portent haut cette aspiration, qu'elles soient hindoues, chrétiennes ou musulmanes. Dans cette région de l'extrême sud de l'Inde, à la différence du reste du pays, toutes savent lire et écrire, y compris les plus pauvres et celles des castes les plus basses. Ici aussi pourtant, la société est structurée par le patriarcat et figée par les traditions. Mais sur cette terre éloignée du pouvoir central, grande ouverte sur le monde et les influences extérieures, des missionnaires chrétiens au XIXe siècle, puis les dirigeants communistes au siècle suivant, se sont évertués à offrir une éducation aux filles. Dans cette alliance de fait entre la croix et le marteau, celles-ci ont trouvé une ouverture providentielle, la clé de leur émancipation. Si vous éduquez un garçon, vous éduquez un homme. Mais si vous éduquez une fille, vous éduquez une société.
Ici, comme partout en Inde, le savoir est resté pendant des millénaires l'apanage de la caste la plus élevée, celle des brahmanes. Mais dans le royaume de Cochin, dans le centre du Kerala, les femmes d'une autre caste ont su s'emparer du privilège de l'éducation dès la fin du XVIIe siècle. Ce sont celles de la communauté des Naïrs. L'habitation des femmes est une vaste demeure appelée Taravad, comme celle-ci. Voici les membres de notre famille, les Palyam. Il y a des grands-mères, des tantes maternelles, des tantes paternelles, des cousines. Chez les Naïrs, la lignée et la maison se transmettent par les femmes. Les hommes vivent à part et viennent épisodiquement rendre visite à leurs épouses. Au sommet de cette communauté matrilinéaire, la grand-mère exerce son autorité d'une main de maître. Elle s'asseyait là-haut à la fenêtre et elle observait les autres filles. Elle écoutait les plaintes. Si des problèmes venaient à ses oreilles, elle nous appelait pour savoir ce qui se passait. Elle veillait à ce que les repas soient préparés à temps. On obéissait à tout ce qu'elle disait. Recluses et oisives, ces femmes de la noblesse sont privées d'accès au monde. Alors, elles font venir le monde à elles à travers l'instruction qu'elles inculquent aux plus jeunes. Les filles apprenaient surtout le sanskrit. On faisait venir des professeurs pour les instruire. Ils venaient ici leur transmettre toutes sortes de savoirs et de compétences. Elles avaient aussi le droit d'apprendre à danser et à jouer de la musique. Mais dès la préadolescence, le destin de ces femmes rejoint celui de toutes leurs congénères. Le mariage, la soumission à l'époux, l'enfermement dans l'ignorance. Au Kerala, ce territoire ouvert sur l'océan, le salut leur vient de la mer au début du XIXe siècle, avec l'arrivée de missionnaires. Ce sont des anglicans venus d'Angleterre et installés à Kottayam, au sud de Cochin, qui ouvrent une porte sur la connaissance aux plus démunis des Kéralaises. Ils diffusaient le christianisme, mais ils ne l'imposaient à personne. Ils vivaient parmi les gens du peuple ici. Ils les comprenaient, ils sont devenus comme eux. C'est pourquoi les gens d'ici les ont acceptés. Leur maître mot est l'éducation, celle des filles en particulier. Et c'est une femme qui emporte haut le flambeau. Pour Amelia Dorothea Baker, née en Inde d'un couple de missionnaires, épouse du révérend Henry Baker, l'état de misère dans lequel sont plongées tant de femmes est intolérable. Pour tenter d'y remédier, elle fonde en 1819 la Baker School, la première école primaire pour filles du Kerala. Installée dans un vaste bâtiment en 1903, enrichie d'un collège et d'un lycée, elle accueille aujourd'hui encore des jeunes filles de tous les milieux. Au départ, elle ne trouvait aucune fille à inscrire à son école. Alors, elle est allée de maison en maison pour sensibiliser les gens aux bienfaits de l'éducation. Ce concept n'existait pas pour les filles. Les faire aller à l'école constituait une tâche colossale. Il n'a pas été possible d'inscrire plus de 5 ou 6 filles dans un premier temps. Issues des castes les plus basses, les fillettes qu'Amelia Dorothea Baker accueille ont tout à apprendre. Tout ce qu'on attendait d'elles, c'était de se consacrer uniquement aux tâches ménagères et aux accouchements. Elles étaient considérées comme les créatures les plus basses qui soient. Elles devaient être dociles et se marier à 10 ou 12 ans, avoir des enfants et s'en occuper. Elles ne savaient pas lire une seule lettre.
Ici, on leur enseignait la discipline. Elles devaient se lever à 6 heures pour les corvées matinales et manger à une heure précise. On leur enseignait l'anglais, la couture et d'autres pratiques de la vie courante comme la cuisine. Comme les filles habitaient à l'école, il n'y avait pas besoin d'un enseignement formel. Elles apprenaient en observant. Et puis, elles étudiaient la Bible. Une fois leur éducation terminée, elles étaient capables de coudre des vêtements pour leurs enfants et même de gagner leur vie en le faisant pour d'autres et d'assurer ainsi leur autonomie. Le chemin est encore long pourtant, avant que les jeunes Kéralaises ne trouvent la solution pour sortir de la sphère domestique. Ce sont les communistes qui la leur procurent. En 1957, 10 ans après l'indépendance de l'Inde, le parti marxiste emporte la majorité à l'Assemblée du Kerala lors de la première élection démocratique du pays. Aujourd'hui encore, les drapeaux rouges et les portraits de Marx, Engels et Lénine ornent les rues de Kannur, le bastion historique du communisme. Le régime en place défend une idée fixe, une éducation publique, laïque et gratuite pour tous et pour toutes. Et l'accès pour elles aux études supérieures. Dans le quartier de Palikunu, le Krishna Menon College est une université réservée aux filles, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisées. Dans cette université, on met l'accent sur l'égalité des sexes. C'est central car ici, on croit en la capacité des femmes à gagner leur indépendance. Ici, on nous encourage à exercer notre esprit critique et à lutter contre toutes les injustices et les normes sociales. À la tête de cette révolution dans l'éducation des filles, Elamkulam Namboodiripad, Premier ministre du Kerala à la fin des années 50 et de nouveau à la fin des années 60. C'était un leader visionnaire. Il a introduit de nombreuses réformes de fond et des politiques éducatives comme l'éducation gratuite pour les enfants jusqu'à 14 ans. Il a aussi promu l'éducation obligatoire, sans distinction de caste, de croyance ou de sexe. Tous les membres de la société avaient le droit de recevoir une éducation, y compris les femmes. Comme le communisme défendait les classes populaires, les femmes en ont profité pour prendre la parole. Elles considéraient qu'elles ne pouvaient plus se taire, qu'il leur fallait élever la voix, exiger la justice. À l'université, un monde s'ouvre à elles, fait de découvertes et de bribes de liberté. Elles mesurent le degré d'enfermement auquel le mariage finit toujours par les condamner, quel que soit leur diplôme, leur caste ou leur religion. Chaque jour, ma mère s'asseyait et nous donnait une leçon sur la manière dont nous devions étudier, comment trouver du travail et comment nous devions réussir par nous-mêmes. Et chaque fois qu'elle disait ça, je voyais dans ses yeux, vous savez, une souffrance, une lamentation, comme si elle nous disait « Mes enfants, ne faites pas comme moi, vous devez évoluer bien mieux que moi ». Plus au sud, parmi les rizières et les rivières du Malappuram, une femme a trouvé la voie de cette émancipation. Sinat Kokour est l'épouse d'un paysan depuis l'âge de 14 ans. J'étais femme au foyer. Je n'avais pas pu faire d'études supérieures. Mais au bout d'un moment, j'ai voulu cultiver la terre parce que je voulais gagner ma vie et ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Je suis très fière aujourd'hui d'être une agricultrice. Depuis 2016, Sinat est à la tête d'une coopérative agricole d'une dizaine d'hectares, cultivée par 30 agriculteurs, ou plutôt agricultrices, car ses camarades sont toutes des femmes.
Nous avons baptisé notre collectif Pen Mitra parce que ça signifie groupe de femmes. Mitra, c'est la sororité. J'ai commencé cette aventure en aidant chacune de ces villageoises à cultiver chez elles un potager. Et puis nous nous sommes mis à travailler dans les champs. Nous pratiquons une agriculture biologique. Nous sommes passés des anciennes méthodes agricoles à de nouvelles méthodes. Notre premier objectif est de cultiver les légumes et le riz dont nous avons besoin pour nos foyers. Ce projet, rendu possible par le gouvernement du Kerala, offre aux femmes les moins favorisées l'accès à des microcrédits et à du matériel agricole. Surtout, il leur permet de reprendre des études. Grâce au diplôme que Sinat a obtenu à l'Université d'agriculture, elle et ses sœurs ne sont plus seulement des mères au foyer sous la coupe de leur mari, mais des femmes d'entreprise qui vendent au marché leur surplus de fruits, de légumes et de riz. Elles y ont gagné une autonomie financière, mais surtout un nouveau statut, à l'image de tant de femmes du Kerala. Une région si singulière en Inde, où l'on n'avorte pas si le fœtus est de sexe féminin, où il n'y a pas d'infanticide de filles, où naître fille n'est pas une malédiction. Avec notre projet, un énorme changement s'est produit parmi les femmes du village. Au début, quand elles sortaient de chez elles, on les en empêchait. Mais depuis que nous travaillons en groupe, les hommes n'hésitent plus à laisser leurs femmes venir avec nous. Elles sont désormais très heureuses. Malgré de nombreux défis, elles sont bien décidées à continuer à aller de l'avant. À suivre, Papille. Et aujourd'hui, c'est à Tokyo qu'on vous régale. Avec une soupe miso au porc, une soupe plutôt simple à réaliser. Il faut juste un peu de patience. Et Asako, notre cuisinière, n'en manque pas, vous allez voir. Bonjour. Bonjour, bienvenue. J'aimerais cuisiner du tonjiru. Il me faudrait donc de la poitrine de porc, disons 250 grammes. Notre établissement, la boucherie Terashima, a été fondé en 1929, il y a 95 ans. Nous sommes situés dans le quartier de Nezu, dans l'arrondissement de Bunkyo à Tokyo. Et voilà, 14 tranches. Ça fait environ 400 grammes. Oh, ça en fait pas mal. Ça ira. Je vous ai préparé des petits menchis. C'est vrai, j'adore ça. Merci. Ce sont des menchikatsu. C'est de la viande hachée qu'on a fait frire avec des oignons. Ça craque sous la dent, c'est délicieux. La panure est croustillante à souhait. C'est vraiment bon. Merci beaucoup. Merci à vous, je reviendrai. Aujourd'hui, je vais cuisiner une soupe de porc et j'ai demandé à des amis de venir m'aider. En japonais, nous appelons konsai tous les légumes racines. On va en utiliser pas mal. En voici un qu'on appelle bardan. Le parfum terreux qui s'en dégage est excellent. En japonais, on appelle cette découpe sasagaki, feuille de bambou. Parce que les morceaux de bardan coupés de cette manière ressemblent à des feuilles de bambou. Ensuite, nous avons ici du taro, un tubercule de la famille des pommes de terre. Vous allez voir, c'est très visqueux, mais c'est riche en umami. C'est un élément indispensable pour la soupe de porc.
C'est un plat qui demande pas mal de temps de préparation. Dans la cuisine japonaise, on dit souvent que la découpe des ingrédients occupe 80% du temps nécessaire pour réaliser un plat. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore manger, surtout quand je suis toute seule en hiver et qu'il fait bien froid. S'il me reste assez de légumes dans le frigo, je viens découper le tout et je les réunis pour me cuisiner un plat qui me réchauffe et que j'affectionne. Je vais couper la viande. Il y a beaucoup de gras, mais c'est ce qui va donner l'umami, la saveur qu'on recherche. Vous allez voir, c'est délicieux la poitrine de porc. Les légumes racines prennent plus de temps à cuire, alors je les fais sauter en premier. Et maintenant, je peux ajouter mon bouillon d'ashi. Ça se présente très bien. On va maintenant incorporer le tofu frit et la ciboule. Il faut faire attention avec la ciboule car ça cuit vite. Je la mets en dernier pour éviter qu'elle ne perde sa belle couleur verte. Ça, c'est un outil qui va me permettre de dissoudre le miso, la pâte de soja fermentée. On le met dedans et on fait comme ça. Ah, pardon, j'ai oublié d'ajouter les pois gourmands. Une fois qu'ils seront cuits, ce sera prêt. Bonjour. Sois la bienvenue, on t'attendait. Tu arrives juste à temps, on vient de terminer. Désolée de ne pas avoir pu vous aider. Ne t'en fais pas. Beau travail tout le monde. Beau travail tout le monde. La viande est délicieuse. C'est la première fois de toute ma vie que je me concentre autant pour faire ce plat. J'ai redécouvert la beauté du tonjiro. C'est très bon. Merci à vous toutes. Les femmes, décidément, nous ont fait voyager aujourd'hui. Eh bien, celle qui nous attend aux États-Unis va nous faire voyager et vibrer. Alors accrochez-vous pour cette histoire inattendue. Du coton, de la soie, du nylon, n'allez pas croire que ces matières sont réservées à de sages couturières. Elles sont surtout parfaites pour s'envoyer en l'air. Comme l'a démontré une jeune femme téméraire originaire du Connecticut. Le journaliste Eric Hofgang aime débusquer les histoires oubliées du Connecticut. Il nous raconte l'étonnant destin d'une enfant du pays. Née en 1916, Adeline Gray a toujours eu la tête dans les nuages. Adeline Gray est la fille de 2 immigrés allemands. Dès son enfance, on ne sait pas pourquoi, mais elle se prend de passion pour l'idée de sauter en parachute. Elle racontera même plus tard des histoires comme quoi elle s'amusait à sauter depuis la fenêtre d'une grange en tenant un parapluie pour ralentir sa chute. Adolescente, Adeline Gray est témoin des grands progrès réalisés dans le domaine de l'aviation. La mode est alors aux air shows, des cirques volants qui passent de ville en ville pour réaliser des cascades aériennes. La jeune fille se rêve, elle aussi, en acrobate du ciel. À son époque, l'aviation en est encore à ses débuts et reste très liée au monde du divertissement et du cirque. D'ailleurs, de nombreux pionniers de l'aviation financent leurs recherches en organisant de grandes démonstrations publiques, des shows qui ont plus à voir avec le spectacle qu'avec la science. En 1931, un aérodrome ouvre près de chez Adeline Gray, à New Haven. Dans ce monde quasi exclusivement masculin, elle peut enfin vivre son rêve et du haut de ses 19 ans, s'élancer dans le vide. Adeline Gray passe son brevet et devient licenciée. Elle effectue alors son premier saut. En tant que femme, c'est vraiment une pionnière. Elle adore sa première expérience de vol. Elle n'a pas eu peur une seconde. Pourtant, lors de la descente, elle manque sa zone d'atterrissage. L'histoire raconte qu'elle a fini par atterrir dans un arbre et que des fermiers sont venus la secourir.
Elle prend tellement goût à cette discipline extrême qu'elle devient également pilote à 21 ans et ouvre en 1938 une école de parachutisme en Pennsylvanie. Étant l'une des rares Américaines à sauter dans le vide, elle se fait un nom et intègre à son tour de nombreux spectacles volants. Elle est notamment célèbre pour une cascade spectaculaire et périlleuse. Elle saute d'environ 2500 mètres d'altitude, se laisse tomber en chute libre sur des centaines de mètres avant d'ouvrir son parachute au dernier moment. Il ne fallait pas avoir froid aux yeux. En parallèle de cette activité, Adeline Gray rejoint une entreprise locale spécialisée dans la confection de parachutes. Alors que plane la menace d'un conflit mondial, l'heure n'est plus aux cabrioles. L'aviation militaire reprend le dessus. Le principal producteur et fournisseur de soie mondial est le Japon. Cependant, avec l'embargo imposé par les États-Unis contre le Japon et les tensions croissantes entre les deux pays déjà présentes avant même le déclenchement de la guerre, la soie devient beaucoup moins disponible aux États-Unis. Dans le même temps, lors de l'exposition universelle de 1938 à New York, le géant industriel DuPont présente un nouveau tissu qu'il vient d'inventer, le nylon. Bien que cette matière soit initialement utilisée pour les sous-vêtements féminins, elle s'apprête à jouer un rôle bien plus important. Quand l'Amérique rentre en guerre en décembre 1941, la pénurie de soie devient un enjeu crucial. La Pioneer Parachute Company noue un partenariat avec la société qui a inventé le nylon pour fabriquer des parachutes avec cette nouvelle matière. Les premiers essais avec des mannequins de crash test sont réussis. Mais seule une expérimentation humaine pourrait prouver la validité du parachute en nylon. Un appel à volontaires est lancé. Une seule personne est prête à s'engager, Adeline Gray. Cet essai est initialement prévu le 4 juin 1942. Mais une météo défavorable le repousse de 2 jours, au 6 juin. Une date qui aura plus tard une portée symbolique. L'événement se déroule à l'aérodrome de Brainerd, à Hartford. Des journalistes de tout le pays sont présents, impatients de voir ce qu'il va se passer. L'enjeu stratégique est immense à ce moment-là pour le monde entier. L'avion emmène Adeline à plus de 600 mètres d'altitude. Elle saute dans l'inconnu. Les journalistes qui l'observent sont frappés par son calme. Ils racontent qu'elle sort de l'avion comme si elle sortait de sa maison. Tandis que la foule regarde, le parachute s'ouvre et elle descend en toute sécurité jusqu'au sol. Après ce succès, la cote de popularité d'Adeline Gray s'envole. Les reporters se l'arrachent. Elle devient une égérie publicitaire. Surtout, l'armée passe une commande massive de nylon. La Pioneer Parachute Company recrute 3000 personnes afin de sortir jusqu'à 300 parachutes par jour. 2 ans jour pour jour après l'essai d'Adeline Gray, 23 000 soldats alliés sont parachutés au-dessus de la Normandie lors du débarquement. Un moment évidemment décisif qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Après-guerre, Adeline Gray, qui ne lâchera jamais sa passion pour les airs, disparaît de la vie publique. Elle s'éteint prématurément en 1975, à l'âge de 59 ans. Quant à la société productrice de parachutes en nylon, elle fut rachetée en 2023 pour 2,2 millions de dollars par un certain Elon Musk. Ce n'est pas tout à fait le moment de nous séparer. Il nous reste encore la devinette à résoudre. En début d'émission, je vous demandais pourquoi au XVIIIe siècle, les soldats suisses enrôlés dans les armées européennes avaient l'interdiction absolue de chanter le rang des vaches. Eh bien parce qu'il aurait pu les pousser à déserter. Le rang des vaches, cette mélodie traditionnelle suisse qui ressemble au yodel, est un chant venu du fin fond de la montagne que les bergers entonnent quand ils descendent des alpages. Pour les militaires loin de chez eux, ce chant provoquait invariablement le mal du pays. Un médecin alsacien, Johannes Hofer, a même inventé à l'époque, en se fondant sur l'émotion de ses soldats, un concept qu'on utilise toujours aujourd'hui, la maladie des Suisses, autrement dit, la nostalgie. Il ne me reste plus qu'à vous dire, bis bald.